Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du RC Talks. On se retrouve aujourd'hui avec mon cher collègue Clément. Clément, comment tu vas? Ça va très bien et toi, Rico? Ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un concept qui touche beaucoup d'athlètes et beaucoup d'athlètes de powerlifting plus particulièrement. Alors récemment, j'ai mis une story et j'ai demandé qu'est-ce qui vous limite dans votre progression selon vous? J'ai eu énormément de réponses. D'ailleurs, je vous remercie pour ça. Qui me détaillait un peu les problématiques de chaque lifter et ça m'a donné beaucoup d'idées de vidéos et ça nous a donné beaucoup d'idées de podcasts. Alors, le message le plus fréquent qu'on a reçu, c'est quoi? C'est d'une part les blessures, d'autre part les douleurs. Donc les 2 sont intimement liés, j'ai envie de dire. Donc on a choisi aujourd'hui d'orienter notre podcast sur le thème de la douleur. Alors, la douleur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la douleur est grave? Comment traiter la douleur? Et comment faire disparaître la douleur? Seront nos interrogations aujourd'hui lors de ce premier podcast. Un commentaire à dire pour nos auditeurs aujourd'hui, Clément? C'est un podcast qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qu'on avait déjà abordé, sur, RCT et notamment, sur, ta chaîne YouTube Rico, mais ça date, j'ai regardé la vidéo l'autre jour, c'était il y a plus de 3 ans. Donc je pense qu'une petite vidéo, mise à jour d'actualité, elle est de bienvenue et en plus de ça, ce qui est compliqué avec la douleur, c'est que maintenant beaucoup de personnes et de pratiquants de FA, prennent les informations sur les réseaux sociaux pour, faire des exercices, faire leur réhab ou apprendre des choses. Alors, c'est très bien, mais le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est des formats courts et du coup, parfois, on manque un peu de contexte et la douleur, c'est vraiment, quelque chose qui est quand même assez complexe. Alors le traitement de la douleur est pas forcément complexe, mais comprendre la douleur, c'est assez compliqué et c'est pour ça qu'on a besoin de formats longs pour pouvoir l'aborder et le format du podcast, pour moi, il est parfait parce que c'est pas quelque chose qu'on peut aborder sur des carousels ou sur des formats de 1 minute 30 sur les réseaux. Donc je pense que c'est un format qui va vraiment en aider plus d'un et si vous prenez le temps de rester jusqu'au bout du podcast, je suis persuadé que vous allez apprendre des choses parce que quand je me suis formé sur la douleur, personnellement, j'en ai appris beaucoup et c'est vraiment un sujet fascinant sur lequel on apprend encore, beaucoup aujourd'hui. Exact. Comprendre la douleur dans un premier temps, c'est la première marche à prendre, c'est le premier step à faire pour pouvoir guérir de sa douleur, éviter la Exactement, douleur à l'avenir et ne pas la catastropher, surtout quand on l'a. Parce que avoir mal, ça ne veut pas dire, être blessé et d'un autre côté, être blessé, ça ne veut pas dire avoir mal. Donc, exactement. parallèlement à ce podcast, aujourd'hui, on vous annonce que la semaine prochaine, malheureusement, il y aura pas de podcast, mais il y aura une bonne nouvelle pour la semaine prochaine. La bonne nouvelle de la semaine prochaine, c'est qu'on sort notre première formation. D'habitude, avant, on faisait des webinaires, mais là, on va vous sortir une formation dès ce, mardi 9 septembre, avec, bien évidemment, pour les auditeurs du podcast, une réduction. Donc le code de réduction, le code promo pour prendre la formation sur notre site ou sur Instagram sera dans ce podcast. On va l'annoncer à un moment, au milieu du podcast. Donc, si jamais vous écoutez jusqu'au bout, vous aurez le code promo dans le podcast. Et si vous écoutez pas, bah, il y aura pas de code promo, mais la formation aura toujours la même qualité. Exactement. Donc, vis-à-vis du podcast d'aujourd'hui, l'important, c'est de se dire qu'on a tous eu mal un jour. Donc, parfois, on a pris un coup, parfois, on a eu une entorse et parfois, on a eu une douleur qui restait sans trop savoir pourquoi. Mais malgré le fait que c'est universel, on a tous eu mal, bah, la douleur, ça reste quelque chose qui est assez mal compris. Des fois, en fait, on va la réduire à une image. On a mal, donc on va aller faire une radio ou une IRM ou un IRM, pardon. On va se dire qu'on s'est déchiré un muscle, donc on a un muscle abîmé, qu'on a un os usé, qu'on fait de l'arthrose ou quelque chose comme ça, alors que c'est bien plus complexe que ça. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de remettre les choses au clair, donc comprendre la douleur de manière moderne, parce que la douleur est multifactorielle, comme le disait Clément, donner des repères et surtout redonner du pouvoir à la personne qui souffre, aider la personne qui souffre à redevenir maîtresse de son corps. Donc dans un premier temps, Clément, je vais te laisser, définir ce qu'est la douleur, heu, en termes relativement simples. Ouais, alors la douleur, pour la définir simplement, tout d'abord, c'est une expérience. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est, universel et qui, régit à des choses, strictes. C'est une expérience qu'on vit avec, différentes modalités. Des modalités sensorielles, des modalités émotionnelles et qui sont du coup désagréables, associées ou non à des lésions. Donc, si je dois faire un petit récap, c'est expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée ou non à des lésions.
c'est pas forcément une histoire de tissu abîmé, c'est vraiment une expérience globale et pour, aller un petit peu plus loin dans le détail, on peut avoir mal sans blessure et on peut être blessé sans douleur. Donc, pour illustrer mes propos, j'ai 2 petits exemples. L'exemple que on peut avoir très, très mal sans pour autant, être en danger, on a tous des petites peaux au niveau, des extrémités des doigts. Tu sais, des petites peaux qui ressortent sur le côté et des fois, on a tendance à se les arracher ces petites peaux et ça fait extrêmement mal. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça me fait extrêmement mal quand je m'arrache la petite peau, qu'on peut avoir au niveau des doigts alors que, heu, personnellement, ça ne me met pas du tout en danger, d'arracher la petite peau qui dépasse sur le côté de l'ongle. Et à l'inverse, il y a des choses qui nous font pas mal et qui pour autant, mettent vraiment notre santé en danger. Par exemple, l'hypertension artérielle, c'est quelque chose qui est grave, c'est-à-dire qu'il y a des risques vitaux et pour autant on ne la sent pas. Si vous prenez pas votre tension, vous n'avez pas la possibilité de la connaître et du coup, il faut toujours remettre en perspective la douleur pour pouvoir mieux la comprendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que une douleur n'est pas associée à un degré de sévérité d'une blessure. Donc, il y a d'autres exemples à ça, on pourrait y revenir un petit peu plus tard dans le podcast, mais par exemple, les douleurs fantômes que certains ont peut-être déjà entendu parler, c'est des douleurs qu'on a après s'être fait amputer et bah, on a mal au membre qui n'est plus présent. Alors que, bah, le membre comme il est plus là, il peut pas y avoir de lésion ou autre et pour autant la personne a mal à ce membre-là. Donc on pourra expliquer un petit peu plus ça en détail, mais ça illustre bien un petit peu la définition de la douleur. On peut également avoir des douleurs, mais sans pour autant être capable de remettre des mots précis dessus. Ça peut être assez flou, assez diffus. Et un exemple que je pense la plupart d'entre nous ont déjà vécu, lorsqu'on a eu un choc ou une douleur très importante, ça peut, déjà nous est arrivé de ne pas avoir eu mal sur l'instant T, parce qu'il y a eu des productions d'hormones et cetera qui nous ont protégés du signal douloureux, le temps de nous éloigner du danger et c'est seulement le soir même ou le lendemain qu'on a hurlé de douleur. Si par exemple, moi quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de vélo, je me suis déjà fait des sacrées gamelles en vélo, je me cassais la gueule, je me faisais par exemple renverser par une voiture ou quoi et je m'étais déjà fait vraiment très, très mal et sur l'instant, je sentais rien et c'est que en rentrant chez moi que je hurlais de douleur et j'ai déjà eu des amis qui se sont déjà cassés des côtes, des choses comme ça, mais qui ne s'en sont pas rendus compte sur l'instant et c'est seulement a posteriori qu'ils ont eu mal. Donc tout ça pour dire que la douleur, c'est pas quelque chose qui permet de poser un bilan ou de poser un diagnostic. Il faut prendre un contexte global pour pouvoir, comprendre et bien interpréter, la douleur. C'est intéressant parce que la douleur, en fait, instinctivement, on peut se dire que la douleur est égale à un dégât. Parce que, par exemple, si tu te bloques le dos, généralement, dès que tu te bloques le dos, tu te dis: «Mais je vais plus pouvoir marcher de ma vie, c'est quoi ça?» tu vois? Alors que j'ai des fois, c'est pas grave et ça part le lendemain et je le trouve super intéressant ton exemple, de la peau du sur le côté du doigt là. Ouais, Je comprends pas, ça fait vraiment hyper mal et pourtant ça te met pas en danger. Et du coup, je pense que c'est ce qui a créé, ce modèle réducteur un peu pardon, ce modèle réducteur de la douleur est égale au dégât. C'est-à-dire que l'ancienne vision biomécanique qu'on avait, c'était que la douleur, elle reflétait directement, l'état des tissus. Donc en gros, si, ça fait mal, c'est qu'il y a un dégât, et parce que si c'est abîmé, ça doit faire mal. Notre corps, instinctivement, nous renvoie, entre guillemets, «la qualité», de nos tissus via la douleur. Mais le problème, c'est que, ce modèle de pensée, il réduit la douleur à une simple mesure mécanique, réduit la douleur un peu à un thermomètre. En gros, le comment dire? La sensation de douleur à un thermomètre. Mais le problème, c'est que la douleur, c'est pas nécessairement un signal pur et la douleur est modulée par énormément d'autres facteurs. Donc, par exemple, quand tu es stressé, tu as plus mal. Quand tu es anxieux, tu as plus mal. Quand tu as un contexte de vie, difficile, la douleur, elle est amplifiée. Quand tu as la mémoire d'une blessure ou l'appréhension d'une blessure, la douleur est amplifiée aussi. Et ce que tu as bien appuyé ici, en plus, avec, le concept de la douleur fantôme. Donc, la conséquence directe un peu de ce modèle de pensée, c'est que avoir très mal, c'est que on a nécessairement quelque chose de très grave au corps et généralement les gens, surtout quand ils ont des douleurs au dos, par exemple, ils vont arrêter de bouger par peur d'aggraver. Ils vont se dire: «Bah, j'ai mal, donc faut que je me repose, faut que j'arrête de bouger parce que sinon je vais jamais récupérer» et justement, c'est ça le piège qui entretient les douleurs chroniques et qui va fragiliser les différents sujets. c'est ça, parce qu'en fait, on rentre, dans un cercle vicieux. Exactement, ouais.
Et bah, par exemple, ici aussi, je peux citer des exemples comme, je pense qu'on est beaucoup à avoir des hernies discales, notamment en power, visibles sur des IRM, mais on a aucune douleur. Je pense que si je fais un IRM, je dis ça au pif, hein, mais je pense que si je fais un IRM, c'est pas impossible que j'ai une hernie discale et j'ai déjà vu, tu vois, sur certains athlètes, ils font des IRM, ils ont des hernies discales et pourtant ils sentaient pas de douleur, tu vois? Ou Ouais, bien, par exemple, exactement. ils avaient mal au dos, mais c'était pas du tout, tu vois, à cause de leur hernie discale. Ils vont faire une IRM, ils vont voir l'hernie discale, ils vont dire: «Ah bah, j'ai mal au dos, j'ai une hernie discale, je vais m'arrêter». Alors que si ça se trouve, ils avaient juste un tout petit lumbago, tu vois? C'est le Et problème de la douleur, c'est qu'on fait très ouais, voilà. rapidement des mauvaises corrélations. Exact, ouais, et derrière, on va avoir l'arthrose, qui va être présente chez plein de personnes seniors, qui va bel et bien être présente objectivement, mais les patients vont être asymptomatiques. Ouais, Ou bien, c'est par ça. exemple, quand tu fais les biceps, quand tu viens de commencer la salle et que tu fais les biceps, tu te souviens, la courbature ici, là, dans le creux Ouais, du ouais, coude? ouais, ouais, Quand je m'en tu peux souviens plus très tendre bien. les bras. Bah, ça, je trouve que ça fait beaucoup plus mal qu'une «blessure» entre guillemets et pourtant c'est pas grave. C'est juste une courbature, ça fait vraiment super mal. Tu finis un leg day et tu as mal aux fesses le lendemain, tu arrives plus à marcher et pourtant c'est pas grave. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que déjà faut prendre un certain recul sur la question de la douleur. C'est ça. Bah, en fait, pour, revenir sur l'exemple du dos, ils ont mené des études pour justement, bien faire, des recherches là-dessus parce qu'il y avait énormément d'idées reçues et le souci, c'est qu'en fait, on s'est formé sur un modèle de la douleur dans les années 90 qui est plus du tout le modèle de la douleur actuelle et le problème, c'est que, par exemple, quand vous allez voir une autorité de santé, donc un médecin, bah, vous allez lui faire confiance, c'est normal, c'est quelqu'un qui a fait 10 ans d'années d'études et qui, à l'époque, était vraiment en phase avec, ce qu'on nous disait selon la science. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est des choses qui ont évolué et par exemple, ils ont fait des études dans lesquelles ils ont présenté des radios, du dos, à des médecins. Les médecins ont vu que chez certains, il y avait des hernies, chez d'autres, il y avait pas de hernie et en fait, ils ont jamais réussi à avoir des résultats significatifs en termes de corrélation entre ce qu'ils voient à la radio et les douleurs des patients. C'est-à-dire que, comme tu l'as mentionné, tu avais des patients qui avaient des hernies et qui étaient asymptomatiques et à l'inverse, tu avais des patients qui n'avaient pas d'hernie et qui pour autant étaient symptomatiques et il faut faire très attention à ça parce que, comme tu l'as dit, la douleur, c'est selon un contexte dit biopsychosocial. Biopsychosocial, ça veut dire en gros état biologique du corps, état psychologique du corps, état social du corps et de l'être de façon générale. Et quand vous allez avoir une radio qui va vous dire vous avez une hernie, bah, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue social, ça va avoir des impacts très négatifs. D'un point de vue psychologique, vous allez avoir de la peur qui va s'installer. Vous allez développer ce qu'on appelle parfois de la kinésiophobie, donc de la peur du mouvement. Si en plus c'est quelque chose qui est dit par un médecin, il y a ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. L'effet blouse blanche, ça peut être positif comme négatif. C'est-à-dire que ce que va vous dire un médecin, ça va avoir un effet amplifié sur vous parce que vous allez vraiment lui faire confiance. Et du coup, s'il a un discours qui est rassurant, bah, vous pouvez aller mieux juste avec des mots. Mais à l'inverse, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un effet nocebo et du coup vous sentir très mal alors que 15 minutes avant, rien n'était différent pour vous. Et les croyances du patient sont extrêmement importantes dans la douleur. La preuve en est, c'est que, donc j'ai travaillé en rééducation dans ce qu'on appelle des écoles de dos, c'est-à-dire des écoles où on rééduque les patients qui sont douloureux au niveau du dos. Une des premières choses qu'on fait pour les patients qui ont des douleurs chroniques qui sont, on va dire résistantes au traitement conventionnel, c'est qu'on les éduque sur la douleur. On fait ce qu'on est en train de faire là, on leur explique comment fonctionne la douleur et juste le fait de comprendre comment fonctionne la douleur, les patientes se sentent beaucoup plus armées pour pouvoir faire face à ça et les mauvaises croyances, les fausses croyances disparaissent et les patients ont généralement moins mal après. Et je vais vous donner une dernière statistique, c'est que donc quand on a mal au dos, le terme générique, c'est de dire qu'on a une lombalgie. Et ben pour vous dire, quand une lombalgie devient chronique, ça veut dire qu'elle est présente depuis 3 mois au minimum. 90 des lombalgies chroniques sont dites des lombalgies, comment dire? Sans symptômes associés. C'est-à-dire que la personne, on n'arrive pas à retrouver de symptômes, par exemple au niveau, tissulaire, au niveau structurel et pour autant, les personnes ont mal au dos. Alors attention dans le message qu'on véhicule, c'est pas parce qu'il y a pas de dégradation des tissus associés qu'une douleur ne doit pas être prise au sérieux. Et je terminerai mon exemple, par le fait que les expériences que vous vivez dans votre vie conditionnent votre douleur. Ils ont fait des études sur des jumeaux, donc qui ont le même patrimoine génétique, mais qui ont, au cours de leur vie, vécu des choses différentes et après ils les exposaient à des signaux douloureux. Par exemple, il y a un des jumeaux, on allait lui mettre, une surface, chaude au niveau de l'épaule qui allait être désagréable. Il y a une personne enfin, à ce jumeau-là, on a également lui mettre des impacts sur le nez pour lui faire un peu mal
et on s'est rendu compte que les jumeaux n'avaient pas du tout la même sensibilité à la douleur en fonction de leurs blessures antérieures. Par exemple, si le jumeau s'était déjà cassé le nez et que ça avait été une expérience très désagréable pour lui, le fait de toucher la zone du nez, il allait être beaucoup plus sensible que si on n'avait jamais, si jamais il avait été exposé à ça, quoi. Quelque chose que tu as abordé tout à l'heure qui est aussi super intéressant, c'est la question du modèle biopsychosocial. On peut s'en servir pour traiter énormément de choses. Là, dans le cas de la douleur est influencée par 3 facteurs, donc biologiques, psychologiques et sociaux. Donc biologique, dans le sens où l'inflammation va jouer sur la douleur, la fatigue aussi, l'état des tissus, l'activité physique ou encore le sommeil. Le sommeil, donc pas seulement les heures de sommeil, mais aussi la qualité du sommeil. Derrière, on va avoir, le modèle psychologique, donc le stress, la peur, notamment liée aux expériences passées, l'anxiété, ou bien aux croyances, différentes croyances. Donc le manque, entre guillemets, de connaissances sur la douleur, peut créer de la douleur paradoxalement. Enfin, les fausses croyances, sur la douleur peuvent créer de la douleur et c'est pour ça que, encore une fois, c'est super important ce qui est fait en école de dos, notamment le fait d'éduquer sur la douleur et derrière le modèle social, le facteur social peut influencer la douleur directement. Si on est isolé, si on a de la pression dans notre vie, de la pression au travail, un environnement familial inadapté, un soutien ou une absence de soutien, dans le cadre opposé, tout de suite, bah, on peut avoir plus de douleur parce qu'on est moins bien dans notre vie et ça va contribuer justement à l'anxiété, la peur, le stress qui va justement démultiplier cette sensation de douleur qui sera potentiellement induite par, un facteur biologique. Donc la douleur reflète surtout un état de santé ou un état de forme global, mais pas juste une usure locale. C'est ce qu'il faut bien comprendre dans ce modèle «moderne» entre guillemets de la douleur et un même geste peut être indolore dans un contexte et être douloureux dans un autre contexte juste à cause de ce qui l'ont. Exactement. Bah, tu as tout dit et pour, aller un petit peu plus loin dans ce modèle biopsychosocial, il faut vous dire que la pièce maîtresse de ce bloc-là, donc qui permet de définir la douleur, c'est le cerveau. Parce que c'est une phrase que je pense beaucoup d'entre vous avez déjà entendue et qui a été dit avec beaucoup de maladresse, la plupart du temps, c'est que la douleur est dans la tête. Mais en fait, à ça, moi je répondrais que encore heureux que la douleur est dans la tête parce qu'elle vient toujours de la tête. Vous ne pouvez pas produire d'informations douloureuses si vous n'avez pas de cerveau. En fait, dites-vous qu'il y a un message qui peut être envoyé partant d'un tissu, qui va ensuite passer par votre moelle épinière pour arriver au cerveau et de là, naît une interprétation pour savoir si oui ou non, il faut envoyer un message de douleur. Donc la douleur, c'est pas juste, elle se situe dans votre tête et il se passe rien dans votre corps. Non, c'est pas du tout ça. Ce qui se passe, c'est que les nocicepteurs, donc les capteurs, ils envoient un potentiel signal de danger. Et ensuite, la douleur, elle n'est pas forcément produite par le cerveau. C'est une information qui arrive, qui est analysée selon tout un contexte. Comme l'a dit Rico, tout le domaine biopsychosocial rentre en compte. Et ensuite, le cerveau prend la décision d'envoyer une information douloureuse ou non. Donc, c'est pas qu'une seule alarme, en fait. C'est une alarme qui est interprétée, filtrée, modulée par tout ce que vous êtes. Et j'ai un exemple qui va là, je pense, parler à tout le monde ici. C'est par exemple le fait d'être malade en voiture. Pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est malade en voiture, en fait, le cerveau, quand vous êtes en voiture, il y a une information de mouvement qui est délivrée, normalement par vos yeux, par votre oreille interne et par pas mal d'organes. Et le problème quand vous êtes souvent malade en voiture, c'est quand vous arrêtez de regarder la route, il y a votre oreille interne qui subit, du coup, une information de mouvement, mais vos yeux n'envoient pas une information de mouvement. Donc il y a une différence entre ce qu'interprètent certains sens et ce qu'interprètent d'autres sens. Et la seule situation où votre corps a normalement des différences d'interprétation comme ça, c'est quand vous êtes empoisonné. En fait, quand on est empoisonné, du coup, on peut avoir des différences, des hallucinations, des effets très négatifs sur le corps et du coup, le corps est un petit peu perdu. Et en fait, quand vos yeux n'envoient pas d'informations de mouvement, alors que vos autres organes si, et ben votre corps vous fait vomir pour essayer de cracher le poison, en fait. C'est un réflexe qu'on a et bah, pour la douleur, c'est un petit peu pareil. Si votre corps a associé, comment dire? Une situation antérieure à une situation dangereuse, quand vous allez revivre cette situation, même si vous n'êtes pas exposé réellement à un danger, quand vous êtes en voiture, vous n'êtes pas empoisonné, hein, vous n'êtes pas réellement en danger et ben, votre corps va quand même
émettre une, comment dire? Une conséquence à ça et la conséquence en voiture, c'est le fait du coup de vomir et bah, la conséquence, quand vous êtes par exemple, si vous êtes fait mal une fois au dos en, faisant un soulevé de terre, bah, c'est possible que votre corps ait associé, il y a pas eu un vrai travail de rééducation derrière, que le soulevé de terre était dangereux pour vous et si vous en êtes persuadé et bah, il y a fort à parier par exemple que quand vous allez refaire du soulevé de terre, vous allez avoir mal même si en soi le mouvement n'est pas dangereux pour vous. Bien au contraire, il est même bénéfique parce que le corps a besoin de mouvement pour vivre. Et une preuve irréfutable à ça, c'est que les personnes qui souffrent le plus de hernie et de problèmes de dos, c'est les astronautes. Les astronautes, quand on les envoie dans l'espace, on les fait travailler sur des machines qui reproduisent la gravité terrestre parce que, en fait, s'il y a une absence de gravité terrestre, tous les tissus du corps se dégradent extrêmement vite. Il y a une phrase qui résume bien ça, qui vient de Mike Horn, qui dit Le corps, c'est comme l'eau. Lorsque l'eau est en mouvement, bah, tout va bien et il y a pas de souci. Par contre, lorsque l'eau est stagnante et bah, l'eau pourrit et le corps, c'est exactement pareil. Votre corps, il a besoin et il est fait pour être soumis à des contraintes et il faut pas croire que la gravité, c'est votre ennemi. Au contraire, c'est ce qui nous permet de vivre et d'être en bonne santé parce que sans gravité, et ben nos organes, ils seraient pas du tout en bonne santé. Sans gravité, nos tissus musculaires, ils se détérioreraient, on aurait beaucoup plus de problèmes. Par exemple, on pense souvent que l'arthrose, c'est un problème lié à trop de contraintes. L'arthrose, la population sportive qui en a le plus, c'est les nageurs. Parce que justement, comme ils ont pas d'impact et de choc dans leur activité, le corps se déconditionne d'une certaine manière et du coup va générer plus d'arthrose. Donc plutôt que de croire que la contrainte, c'est votre ennemi, la contrainte, c'est votre ami à partir du moment où elle est tolérée par rapport à votre capacité à l'encaisser. Et du coup, ce qu'il faut, c'est conditionner un corps qui soit en phase entre ce que vous lui mettez comme contrainte au quotidien et ce qu'il est capable d'encaisser au quotidien. OK. Ah bah, c'est intéressant aussi parce que, ça me rappelle aussi, la trypophobie parce que je suis trypophobe, tu vois? Tu sais ce que c'est? Tu m'en avais déjà parlé, ouais, un petit peu, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas, si tu veux expliquer un petit peu, ce que c'est? Ouais, la trypophobie, c'est, la phobie des petits trous. Alors ça a l'air ridicule vu comme ça. Je crois que ça doit être ma seule phobie, mais elle est vraiment, vraiment hardcore et apparemment ça vient du fait que, à l'ancienne, à l'époque, il y avait certains animaux qui avaient beaucoup de petits trous sur, leur peau et c'était des animaux extrêmement dangereux. Donc c'est quelque chose qu'on a hérité de nos ancêtres et qu'on a hérité dont on a hérité, pardon, via l'évolution et ça me fait penser aussi à ce que tu disais sur la voiture, sur le fait de vomir du poison. Quand on est empoisonné, bah, on a envie de vomir et cetera avec, l'image Ah, de en la parlant voiture. d'insectes, c'est comme, le fait d'être chatouilleux. Si vous vous chatouillez vous-même, vous allez rien sentir. Par contre, si c'est un corps étranger qui vient sur vous, vous allez pas du tout avoir la même information qui va être, perçue par le cerveau, alors que c'est la même chose, hein. Si je passe ma main sur le bras, si c'est moi qui la passe ou si c'est une per moi je suis très chatouilleux, si c'est un inconnu qui le fait, bah, je vais avoir un réflexe et ça, c'est un réflexe qu'on a pareil qui est, primitif si je peux dire, qui vient d'un mécanisme de protection qu'on sente quand il y a, des insectes qui montent sur nous, lorsqu'on dormait, à l'ère, préhistorique, quoi. Donc OK. il en fait, il y a toujours une question d'interprétation et il y a pas, de message, dans l'absolu et les expériences passées, c'est beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. On l'a tous déjà vécu, on a mangé un truc qu'on adore, par exemple, on se gave, je dis n'importe quoi, de Kinder Bueno, vous en mangez tellement que ça vous fait vomir et bah, je connais personne qui a mangé un truc au point de lui faire vomir, qui l'apprécie encore aujourd'hui. Ouais, Parce que exact. dès qu'on devient malade de quelque chose, on le supporte plus et ben, pour autant cet aliment, on n'est pas intolérant à cet aliment du jour au lendemain. C'est juste qu'on a eu une mauvaise expérience passée et notre cerveau, il veut plus en entendre parler. Et pour la douleur, dites-vous que c'est exactement la même chose. Si on vous conditionne à penser que votre corps est fragile, vous allez vous comporter et votre corps va vivre comme quelqu'un de fragile. Quand j'étais en recherche, mes collègues de recherche avaient fait une expérience que je trouvais dingue, c'est qu'ils avaient mis des casques de réalité augmentée, c'était la grande mode des casques de réalité augmentée vers 2021-2022, et ils avaient mis des avatars sur les gens. Et ils disaient aux gens, vous marchez tout droit jusqu'au bout du couloir, peu importe l'avatar que vous avez, vous devez adopter la même marche. Et bah, si on mettait un avatar d'une personne en situation de surpoids, la personne marchait comme une personne en situation de surpoids, alors qu'on lui avait demandé de ne pas le faire. Le corps, juste par la représentation, parce que quand il regardait ses bras, bah, il voyait qu'il n'avait pas la même composition corporelle que d'habitude, marchait, je crois que c'était 20% plus lentement que si elle avait l'avatar d'une personne en bonne santé. C'est incroyable quand même de se Ah, dire c'est un que truc juste par d'énorme. la vue, on peut conditionner notre corps à la perception et du coup, si on sort du contexte de la douleur, parfois on parle beaucoup de mental sur ce podcast, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien parler de mindset, de ces choses-là.
imaginez-vous à quel point le corps peut être puissant quand vous êtes conditionné à vous dire, par exemple: «Je vais être un champion». C'est que le corps peut vraiment réagir de cette manière à vous amener à des résultats sportifs exceptionnels, alors que si vous avez une image péjorative de vous, impossible. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez vraiment rien faire. Et du coup, je pense que ça nous amène, à Bah, au parler, je te fait, laisse aborder ça Rico, mais un peu plus en détail comme tu as parlé de phobie, de la kinésiophobie pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En fait, juste avant d'embrayer sur ce point-là, j'aimerais dire que le truc vraiment à retenir, c'est que la douleur qu'on ressent, elle a surtout une fonction protectrice. Et c'est un peu comme une alarme, quoi. Donc quand le cerveau interprète qu'il y a un souci, il peut se tromper, étant donné qu'il se base sur notre historique, sur notre contexte, etc. Exactement. Quand il se «trompe» entre guillemets, bah, il se peut que la le signal d'alarme qu'il envoie soit beaucoup trop fort par rapport à la situation. C'est pas juste une alarme bien programmée, c'est une alarme interprétée, filtrée et modulée par ce qu'on est et par ce qu'on a vécu. Et ce qu'on a vécu, c'est aussi ce qu'on est. Et c'est quand même quelque chose qui nous est bénéfique au quotidien, hein, parce qu'il y a une pathologie qui fait que les gens ne ressentent pas la douleur, c'est des gens qui meurent très tôt. Parce qu'en fait, ils peuvent mettre la main dans le feu, ils s'en rendraient pas compte que c'est dangereux, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et parfois, en fait, l'alarme se déclenche trop fort, trop souvent. Elle peut rester bloquée aussi en mode alerte. Mmh. Quand Exactement. tu subis un traumatisme parfois, quand tu subis une grosse douleur, il y a des joueurs de foot, ils arrivent plus jamais à revenir au top après les ligaments croisés, parce qu'ils se sont fait les ligaments croisés en mettant un mauvais appui et du coup, à chaque fois qu'ils vont faire une accélération et vouloir changer de direction, bah, il y a un truc qui va coincer dans leur cerveau ou bien ils vont commencer à avoir mal ou bien ils vont avoir peur parce que justement, ils se sont fait les croisés, ils veulent pas revivre ça et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui reviennent plus jamais au top, quoi. Et Donc à voilà, l'inverse, il y en a c'est qui se font les croisés sans vivre de traumatisme associé et que c'est seulement à la fin de leur carrière qu'ils se rendent compte qu'ils se sont fait les croisés. Parce qu'en fait, leur masse ah bon? musculaire permet de compenser, le rôle stabilisateur des ligaments croisés et c'est que quand Oui, ils arrêtent OK, leur dans ce sens-là. carrière qu'ils se rendent compte qu'ils se sont fait les croisés et ils en ont pas vécu. Par contre, s'ils avaient fait, je pense, une imagerie qui leur avait dit: «Tu as les croisés», ils auraient pas du tout eu la même carrière derrière. Oui, Avec effectivement, l'effet, bah, je pense qu'ils auraient nocebo et tout. commencé à avoir mal directement, en Ouais, fait. clairement, Très clairement, clairement. probablement. C'est ça. Comme, t si tu as un clou dans la chaussure, tu vas pas avoir mal, mais derrière, si tu es à la guerre, enfin, il y a des soldats, ils sont à la guerre, ils sont blessés en combat et ils sentent rien parce que le cerveau, il considère que survivre, c'est plus important que Ouais. d'envoyer un signal d'alarme. Et bah, c'est rigolo l'histoire du clou dans la chaussure. En fait, il y a ce qu'on appelle des cas cliniques qui sont décrits, pour justement expliquer et comprendre la douleur, tu as des cas cliniques qui existent et qui ont été référencés, sur PubMed pour justement, aider aux patients à comprendre, à quel point comment dire? La perception de la douleur, c'est pas associé forcément à des lésions. C'est que, il y a une expérience qui enfin, c'est pas une expérience du coup, c'est un cas clinique vrai qui a été vécu par un mec sur le chantier qui s'est pris un clou qui faisait 10 ou 15 centimètres qui a transpercé sa chaussure. En fait, il a chuté, au chantier et le clou a traversé sa chaussure de sécurité. Le gars a hurlé à la mort, douleur insupportable et tout, à tel point qu'il avait tellement mal qu'on ne pouvait pas lui retirer le clou ni la chaussure forcément. Donc ils l'ont emmené aux urgences et ils ont fait la radio aux urgences en conservant sa chaussure du coup. Ils n'ont pas pu retirer et le mettre pieds nus. Et en fait, ils se sont rendus compte en faisant la radio que, par miracle, c'était passé entre 2 orteils et qu'il avait rien. Mais le mec, jusqu'à avoir les résultats, il souffrait, mais du martyre. Et c'était quelqu'un qui était pas du tout connu, en tout cas dans ce qui était décrit dans le cas clinique, d'être quelqu'un qui était une chochotte ou quoi. Enfin, ce qu'on pourrait dire chochotte, on s'entend en disant ça, mais c'était pas un douillet, on va dire. Et le gars, pour autant, il a réellement souffert. Et et c'est souvent aussi le cas, je sais pas si ça t'est déjà arrivé quand tu étais petit, Rico, des fois on tombe à vélo ou quoi, on se fait mal et tant qu'on n'a pas vu la plaie, on n'a pas trop mal et c'est seulement une fois qu'on relève les manches ou qu'on relève, qu'on retrousse le jean, qu'on voit qu'on a du sang et qu'on saigne et on se dit: «Oh putain, j'ai trop mal», alors qu'avant on n'avait Ouais, pas mal. exactement. Ouais, ouais, ouais. Ça m'est Ah, déjà ça, c'est arrivé fou plein de ça. fois. Ouais, ouais. Ça, c'est fou. Mais c'est comme les gosses quand ils tombent. Mmh. Tu sais, si tu commences à rigoler avec eux et tout, tu vois? Quand les gosses, ils se cognent, comme ma petite sœur, elle se cognait, elle faisait des grosses chutes en vélo, bah, direct, je la prenais, je commençais à rigoler et on passait à autre chose. Ouais, c'est Mais par ça. contre, si tu fais: «Oh! Oh, tu t'es fait mal et tout!» oh, le gosse, il va crier. Ouais. Mais quand tu passes à Et autre même chose, à beh, des âges où ils sont vraiment, nourrissons, ils ont 2 ou 3 mois, un bébé, si par exemple, tu fais un gros boum contre le mur et que tu fais croire au bébé que c'est lui qui a reçu quelque chose oui, et que tu le chouchoutes et que tu lui dis: «Ah ça va, qu'est-ce qui t'a» il se met à pleurer instantanément. Alors que le bébé, il ah a bah, 2 ouais. mois, quoi. Il a pas, Mmh. conscience de tout ça. On peut pas dire: «Ah, il fait du cinéma». Non, c'est des mécanismes humains. C'est parce que la douleur, elle se base sur comment sont les autres par rapport à nous et que c'est vraiment, quelque chose de global à prendre, qui définit à quel point notre cerveau va envoyer une information douloureuse. Et peu importe qu'il y ait lésion Exact. ou pas, je le rappelle, la douleur, ça reste la même chose, hein.
que vous ayez mal en ayant, comment dire? Une tronçonneuse dans la jambe, que vous ayez mal en vous arrachant la petite peau, du doigt, une douleur reste une douleur. Après, est-ce qu'elle nous met en danger ou pas? Ça, c'est une autre question, mais ça reste la même chose. OK, bah, ouais, on peut directement embrayer là sur la question de la kinésiophobie. Parce que justement on parlait d'historique d'expérience, de douleur. La kinésiophobie, qu'est-ce que c'est? La kinésiophobie, c'est la peur du mouvement, entre guillemets, la peur de bouger par crainte de se faire mal ou d'aggraver une douleur. Même si elle est objectivement pas dangereuse, le cerveau ne veut pas qu'on répète la même expérience pour éviter de revivre la même sensation douloureuse. Donc, lors de la kinésiophobie, on a une douleur qui survient lors d'un mouvement, parce que le cerveau a associé ce geste à un danger. Donc on évite le mouvement, on se crispe et on entretient la douleur. Mais comme le disait Clément tout à l'heure, on se déconditionne. On apprend, enfin on désapprend à pouvoir encaisser ce mouvement. Et c'est un peu un cercle vicieux. En gros, on évite de faire ce mouvement parce qu'on a mal. Et du coup, on se déconditionne. Et du coup, on va avoir réellement mal et réellement s'abîmer, entre guillemets, par la suite, vu qu'on ne fait plus ce mouvement. Et derrière, en fait, plus le corps va se fragiliser suite à ça, plus chaque petit signal va être ressenti comme une preuve que la peur était justifiée. Justement parce qu'on s'est déconditionné à cause de ce cercle vicieux. Et la douleur, elle est renforcée par ce phénomène d'évitement. Bah, si je donne un exemple, c'est comme si une personne se bloquait le dos en se penchant, ce qui peut arriver. Et des mois plus tard, cette personne, elle va redouter ce geste, elle va l'éviter ou bien elle va le faire avec appréhension, alors que le mouvement n'est pas du tout dangereux, mais c'est la mémoire et la peur qui vont entretenir la douleur. Et c'est pas vraiment le mouvement qui fait mal, c'est plus la peur du mouvement qui va entretenir la douleur. Et en plus, si tu te fais mal sur un truc con, par exemple, tu te fais mal en faisant tes lacets, si t'as pas ce bagage qui te dit une douleur, parfois, elle peut arriver alors que c'est pas grave et que ça va être 2 3 jours de mouvement, un peu difficile et après ça ira mieux, bah, la personne, elle va avoir une image vachement négative de son corps. Elle va se dire: «Punaise, en refaisant mes lacets, mon corps a pas encaissé, bah, ça veut dire que mon corps, il est vraiment fragile» et là, si vous avez une notion de fragilité, vous allez avoir, du coup, des fausses croyances de votre corps. En plus de ça, c'est bête, mais si vous avez mal et si vous avez peur de bouger, vous allez peut-être moins sortir, moins voir vos amis, donc vous allez avoir de moins bonnes relations sociales. Qui dit moins bonnes relations sociales dit aussi moins bonne santé mentale et là, vous rentrez dans un cercle vicieux. Si vous tapez sur internet, malheureusement avec le podcast, on n'a pas la possibilité d'avoir des illustrations, vous tapez lombalgie cercle vicieux, vous allez avoir, justement un schéma qui explique bien ça et qui montre à quel point, en fait, on peut rentrer vraiment dans une spirale négative dans laquelle il peut être très difficile de sortir si on n'est pas, on va dire, bien armé et qu'on n'a pas les connaissances pour pouvoir, retourner dans ce qu'on appelle un cercle, vertueux, qui là va être l'inverse, qui va être le fait de retourner dans du mouvement et essayer de rétablir des connexions sociales, de redonner une image de confiance, en soi par rapport à son corps. Donc l'avantage, c'est que si vous faites de la force athlétique et que vous écoutez ce podcast, il y a quand même pas mal d'informations aujourd'hui qui circulent et on est moins dans ce truc d'évitement. C'est-à-dire qu'il y a 15-20 ans, quand les gens faisaient de la FA, quand on écoute les anciens, ils disaient: «Tu verras à 40 ans, tu seras ruiné. Tu plus de dos, tu auras mal partout et tout». Et tous les mecs finissaient ruinés. Mais parce qu'en fait, les gars, ils avaient une image tellement négative du corps. En fait, ils voyaient un peu ça comme une machine et qu'on usait au fur et à mesure du temps et au bout d'un moment, bah, on avait trop tiré sur la corde et c'était fini. Alors que vous voyez aujourd'hui des powerlifters en master qui ont 40, 50, 60, 70 ans, qui soulèvent lourd et qui sont en très bonne santé physique et qui en plus, comme ces personnes-là, elles ont encore de la force à 70, 80 ans, bah, croyez-moi que ces personnes vont très bien vieillir parce qu'elles seront autonomes et indépendantes pendant longtemps et du coup, elles vont avoir une vie plus heureuse, plus épanouie sur tous les aspects de la vie et du coup, elles seront moins sujets à avoir des problèmes. Parce que le contre-argument qu'on nous donne souvent, c'est: «Oui, mais regarde ce mec, il a 40 ans, il a fait 20 ans de power, il est cassé». Mais on n'a pas tout le contexte de la vie du mec. Ça se trouve, le mec, il avait une hygiène de vie exécrable. Ça se trouve, peut-être que le mec, il mangeait mal, il dormait mal, il avait un boulot, qui était fatigant, il s'entraînait mal ou peut-être même qu'il prenait des produits qui ont aggravé son état de santé. On ne sait pas. C'est un peu le cas, ça a été beaucoup, utilisé contre les gens qui faisaient, du body ou du power, c'est le cas Ronnie Coleman. Mais qu'est-ce qui nous dit que, par exemple, Ronnie Coleman, peut-être que même sans faire de body, il aurait fini dans cet état-là? On ne le sait pas et malheureusement, notre cerveau a trop de biais pour pouvoir se référer à des gars comme lui et du coup, ce qui est bien, c'est que justement la science, elle permet de limiter un maximum les biais, d'observer la population avec, différentes populations et en évitant ces biais grâce à des protocoles, elle permet d'avoir des résultats qu'on peut interpréter et là, en tout cas, ce qu'on vous présente dans ce podcast, même si on ne vous cite pas directement les sources,
C'est vraiment basé sur la littérature, scientifique actuelle, pardon. Et d'ailleurs, si vous voulez des sources, je reviens dessus, la vidéo qu'on a faite, du coup, qui s'appelle avant la chaîne, elle s'appelait RC Training Pro, maintenant elle s'appelle Rico Powerlifting, si je dis pas de bêtises. Cette vidéo existe toujours et il y a des sources dedans si vous voulez aller les consulter, donc n'hésitez surtout pas. Suite à ça, je pense qu'on peut facilement embrayer sur la question de la posture, la question du dos fragile, des mauvaises croyances. Alors là, les vieux vont se crisper. Les kinés vont être contents, mais les vieux Mmh, vont se crisper. clairement. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'exemple, de se pencher, de se bloquer le dos et cetera, en parlant de kinésiophobie. Mais je veux attaquer une croyance en particulier. Alors, on entend souvent qu'il faut garder le dos droit, sinon on va se faire mal, notamment que ce soit en power ou bien dans la vie de tous les jours. Et cette idée va laisser croire que le dos est fragile, qu'il faut le protéger en permanence. Alors que non, le dos, c'est une structure incroyable, c'est une structure vraiment robuste, adaptable et qui est faite pour bouger dans toutes les directions. On peut vraiment le bouger dans tous les angles, le mettre sous toute forme de contrainte. Le tout, c'est d'y aller progressivement et de justement continuer à solliciter son dos sur plein de schémas différents. Il n'y a pas vraiment de posture parfaite universelle, pardon. Le corps aime vraiment la variété et aime le mouvement. Donc si jamais tu bouges dans beaucoup d'axes différents, beaucoup d'angles différents, notamment sous contrainte, hein, sous charge, pour que ton dos s'adapte, c'est une très bonne chose parce que derrière, ça va te permettre de pouvoir bouger le dos dans encore plus d'angles par la suite. Tu vas rentrer dans un cercle vertueux, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure avec le cercle vicieux. Le problème des croyances négatives, c'est que si on pense que son dos est fragile, bah, on va adopter des comportements de protection. Ces mêmes comportements pour entretenir un cercle vicieux, va entretenir la peur, va entretenir la perte de confiance. Et derrière, on va avoir les messages médicaux catastrophistes. Comme on l'a dit tout à l'heure, certains médecins ont une connaissance assez encore old school de la douleur, comme éviter les flexions, ne portez pas lourd, quand vous vous baissez, faites bien attention à comment est-ce que vous configurez votre dos, faites attention à l'angle de votre dos, etc. Alors que naturellement, hein, on s'assoit, on se baisse, on met ses chaussures et pourtant on se blesse pas et on fait ça depuis le plus jeune âge. Et pareil, il y a des haltéros, il y a des powers, il y a des gymnastes, des gens qui travaillent au chantier, qui utilisent, des mouvements de flexion de dos, de flexion de la colonne, pardon, tous les jours sans pour autant avoir une douleur chronique ou quoi que ce soit. Et je dirais même que c'est l'extrême majorité. Alors là où il peut y avoir débat selon moi, c'est pas sur le fait d'arrondir le dos ou non, mais c'est sur le fait d'avoir, justement une structure assez solide, au niveau des muscles profonds pour pouvoir Encaisser. soulever les charges, justement en ayant une flexion un degré de flexion, un degré d'extension neutre et c'est comme ça que je le verrais. Qu'est-ce que tu en penses? En Pas fait, c'est dis-moi? o Ouais. Je veux dire, soulever une charge sans que ta colonne se déforme, avoir la force de soulever une charge sans que ta colonne se déforme sous la charge, je pense que tu peux tirer la charge à partir de là, sans peu importe le degré de «flexion» entre guillemets. Mais si tu soulèves une charge et que tu te déformes suite à la contrainte de la charge et que la charge est potentiellement trop lourde pour toi, c'est là où selon moi il y a danger. Ouais, bah, déjà, il y a pas mal de choses à dire qui sont intéressantes. Déjà, si vous avez assisté à des compétitions de FA, personnellement, j'en ai assisté à beaucoup. J'ai jamais vu un athlète se blesser au dos en compétition de FA. Sur le plateau, louper un lift et s'écrouler par terre et dire: «Ah, je me suis fait une hernie ou j'ai mal». Alors que pourtant, c'est là où le corps, il repousse ses limites. Mais bon, vous pourrez dire: «C'est quelque chose qui est très biaisé et qui se limite en termes d'argumentaire». Je l'entends. Deuxième chose, c'est que déjà, si vous vous intéressez un peu à la biomécanique, vous allez vous rendre compte que, en fait, les contraintes, on les exprime en newton. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'exprime aussi en fonction de la vitesse de mouvement, de déplacement, etc. Et quand on s'intéresse à la biomécanique, on se rend compte que la vitesse permet d'augmenter les contraintes de façon exponentielle. Et je veux en venir par là que il y a une sorte d'hypocrisie de la part des gens qui ne connaissent pas bien la biomécanique, qui disent un enfant, s'il soulève un poids de 10 kilos, il va se faire mal, mais vous n'imaginez pas le degré de newton que vous foutez dans la gueule des enfants lorsque vous faites des sports dans lesquels il y a des pivots, dans lesquels il y a des sauts, dans lesquels il y a du mouvement dynamique rapide. Les degrés de contraintes que se prennent des enfants au niveau des structures articulaires, que ce soit de la cheville, des genoux, et autres selon la discipline, c'est exponentiel et vous aurez du mal à les atteindre dans tous les sports, dits de renforcement ou de force. Ce sera très difficile de les atteindre parce qu'il y a pas cette notion de vitesse et d'accélération et en plus de ça,
c'est quand même un des rares sports où les sports de force, où on maîtrise tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que on va pas aléatoirement soulever une charge de 300 kilos sans savoir qu'il y a 300 kilos dessus. On choisit toujours la contrainte, alors que dans des sports d'opposition, on ne choisit pas la contrainte. On ne choisit pas de se faire plaquer, on ne choisit pas de faire un pivot des fois de temps en temps parce qu'il y a une pression, spatio-temporelle, on va dire. Il y a de la crise de temps, il y a tout ça qui fait qu'on fait des mouvements qui sont parfois avec moins de contrôle et comme l'a dit Rico, la question de contrôle, elle est super importante. La question de contrôle est la question de ce que vous êtes capable d'encaisser au niveau de contraintes. Alors, il faudrait que je me renseigne sur le sujet parce que c'est des chiffres que j'avais lus quand j'étais en études et je ne les ai plus en tête, mais il me semble que la colonne, avant d'arriver à son point de rupture d'un point de vue mécanique, il faudrait qu'elle soit soumise à une contrainte supérieure à la tonne. C'est-à-dire qu'une colonne vertébrale peut, sur le principe, avant d'avoir une rupture intervertébrale, etc., peut supporter environ une tonne. Chiffre à vérifier s'il y en a qui sont vraiment en phase avec ce sujet et il y a un truc aussi qui circule beaucoup sur les réseaux qui, moi, m'agace au plus haut point, c'est les mecs qui viennent avec, des colonnes vertébrales et qui ont, des disques intervertébraux qui sont gonflés en ballon à l'hélium et qui disent: «Regardez, quand vous vous penchez, le disque se projette vers l'arrière». C'est des personnes qui, je pense, n'ont jamais assisté à une dissection vertébrale ou autre ou qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Parce que si vous voyez à quoi ressemble un disque intervertébral en vrai, et il y a un chercheur qui avait dit, ça, qui était un chirurgien et qui a beaucoup popularisé ça. Il faut plutôt imaginer la colonne vertébrale comme, les vertèbres comme des gros pneus en caoutchouc très denses et comme le disque intervertébral comme un amas de chewing-gum extrêmement dur. C'est pas quelque chose qui est malléable et qui se promène comme ça dans votre colonne de gauche à droite et aussi pour en revenir à ce qu'on a dit au début parce qu'on va peut-être nous attaquer là-dessus. Il faut savoir que les hernies peuvent être asymptomatiques, et que la hernie discale fait partie du vieillissement normal du corps, c'est-à-dire que vous allez en avoir en vieillissant. Parfois, il y en a certaines qui quand elles ont des degrés, des stades très avancés, peuvent être symptomatiques et dans ce cas-là, c'est le rôle du professionnel de santé d'établir des bonnes corrélations parce qu'il a tout un contexte et parce qu'il est formé là-dessus pour pouvoir se dire: «OK, là, il y a une corrélation, vous avez des symptômes neurologiques associés, le problème peut effectivement venir de la hernie et du coup, on va travailler pour qu'elle se résorbe et que vous alliez mieux». Mais dites-vous que la hernie, j'ai un exemple qui est très parlant de vieillissement et qui pourtant n'est pas douloureux, c'est que vous avez des rides sur la peau et les rides sur la peau, c'est des dégénérescences de vos tissus cellulaires au niveau de la peau. Moi, j'en ai pas mal, par exemple, je suis assez ridé au niveau du front et bah, c'est des choses qui sont normales et pour autant, j'ai jamais entendu personne me dire: «Ma ride me fait mal» et c'est pareil. Donc, quand vous avez, par exemple, des diagnostics de discopathie ou quoi que ce soit, il faut vous dire que c'est des choses normales qui sont liées au vieillissement et même que souvent, par exemple, les cas d'arthrose et cetera qui sont légères, on pourrait se dire: «Bah, oui, mais c'est quand même mal fait, si on n'avait pas d'arthrose, on vieillirait mieux». Pas nécessairement parce que le corps en vieillissant, grâce à l'arthrose, permet d'augmenter les surfaces d'appui, au niveau articulaire et souvent permet de mieux répartir les contraintes parce qu'en fait, l'arthrose peut se mettre en place aussi quand la personne a moins de masse musculaire, un petit peu moins et du coup, ça permet de mieux répartir les contraintes au niveau des articulations. Je dis pas que l'arthrose, c'est la santé et c'est la vie, mais c'est pour vous dire que c'est un vieillissement qui est sain et qui est normal chez les individus et il faudrait plutôt vous inquiéter à des phénomènes liés, par exemple, à la sarcopénie, qui est la diminution de la force et par conséquent de la masse musculaire en vieillissant, qui là peut vous amener à des soucis de santé parce que si vous êtes plus mobile, bah, vous allez moins bien vieillir, vous risquez de chuter, vous risquez de moins bien vivre, plutôt que de vous inquiéter de l'arthrose, etc. Et si vous allez voir un professionnel de santé et quand vous lui expliquez ce que vous avez, il vous dit c'est de l'arthrose, sans vous faire passer d'examen, ne l'écoutez pas. Au bout d'un moment, il faut que vous allez vous référer chez des professionnels de santé qui sont compétents, qui sont en face. Parce que l'arthrose, déjà, je connais personne qui a des yeux cybernétiques et qui peut voir à travers les tissus de la peau. Donc, vraiment, c'était un petit message de prévention par rapport à ça. Mais oui, vous pouvez très bien vous pencher dos rond, vous n'allez pas avoir de problème. Néanmoins, c'est vrai que si demain, vous chargez une barre de soulevé de terre et que vous avez l'habitude d'avoir un dos qui est fixe et que vous défixez le dos, bah, effectivement, le niveau de contrainte peut être trop important par rapport à ce sur quoi vous avez habitué votre corps et du coup, vous pouvez vous faire mal. Mais dans tous les sports, dites-vous que le corps est capable d'aller vers des mouvements qui peuvent être inesthétiques quand on regarde, mais c'est pas pour autant que c'est problématique. Le cyclisme, ils ont tous la colonne qui est voûtée pour être plus aérodynamique, ils ont pas forcément de problème. Et les sports Après, qui c'est sont différent parce qu'ils sont pas sous contrainte. ils sont pas sous contrainte, je suis d'accord, mais ils sont quand même sur un vélo qui va bouger avec la selle en permanence toute la journée. Ils sont sur une contrainte dans le temps qui est importante et pour autant, ils sont pas douloureux. Pareil, les gens qui disent la course à pied, ça détruit la colonne, ça détruit les genoux. Non, la course à pied, quand on regarde les colonnes des gens qui font de la course à pied, ils ont des disques intervertébraux qui sont plus épais et plus résistants. Donc les tissus passifs s'adaptent. Ils s'adaptent plus doucement que les tissus actifs. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que ça met un peu plus de temps et qu'il faut de la progressivité
dans la progression, mais il y a quand même des adaptations qui se font et en fait, ce qu'il faut, c'est aller vers quelque chose dont votre corps est habitué à faire. En fait, c'est tout ce qui est inhabituel qui peut vous faire mal. Par exemple, moi, je sais que de base, je suis quelqu'un qui est assez lordosé. Je pense que ça vient de ma génétique et ça vient aussi de ma pratique sportive. Comme je faisais beaucoup de brasse et beaucoup de natation, les nageurs sont souvent très lordosés. Bah, j'ai un deadlift qui, par rapport à d'autres, peut avoir un dos qui peut paraître légèrement lordosé. Si j'ai un athlète qui, de base, lui, dans sa biomécanique, a beaucoup de flexion et que je l'emmène vers ma contrainte à moi qui est lordosée, l'athlète va forcément se blesser en lordose et moi, je vais forcément me blesser avec une kyphose lombaire parce que je suis pas habitué et je suis pas exposé à ça. Donc il faut plutôt se poser la question de ce à quoi vous êtes habitué. Et bien évidemment, si votre technique, elle défixe à mort et que vous mettez trop lourd par rapport à ce que vous êtes capable de faire, vous avez des chances de vous blesser. Mais si vous faites les choses intelligemment, le degré de flexion est toléré et le degré de flexion n'est absolument pas problématique. Vraiment pas. Mais c'est pas pour autant que c'est la porte ouverte à faire n'importe quoi. Il faut pas tomber dans les discours extrêmes dans les deux cas. C'est toujours une question d'équilibre. Et si on attend d'avoir un mouvement parfait pour faire, on fait jamais et quand on fait jamais, c'est là qu'on se fait mal et qu'on a des mauvaises expériences, vis-à-vis de la vie et de la douleur. Merci pour ce rappel. Désolé, j'ai un peu, tiré à la sonnette d'alarme comme si c'était un coup de gueule, mais je pense Non, que mais c'est tu as quand même totalement important raison, là-dessus. hein, parce que ça fait déjà une bonne piqûre de rappel Bien et sûr, c'est très précis et concret. voilà et pour, avancer un petit peu dans le débat, si tu veux, Rico, je te laisserai présenter, mais il faut que vous voyiez la douleur comme un verre d'eau. Je vais laisser Justement, Rico aller un petit peu plus loin j'allais là-dessus te laisser partir dessus ou parce si que tu j'ai veux, tu déjà peux partir présenté les dessus. 2 précédents points. Allez et bah, du coup, en fait, pour vous expliquer la douleur et que vous la compreniez mieux, dites-vous que c'est toujours une question de verre d'eau. C'est-à-dire que de base, on va dire que votre verre d'eau, chez la plupart des individus, c'est un verre de 33 centilitres et ce verre, vous allez forcément le remplir au quotidien. Vous allez le remplir par pas mal de choses. Par exemple, vous allez le remplir avec du stress, de la fatigue, qu'est-ce que vous avez mangé, combien de temps vous vous êtes entraîné, à quel point votre corps est conditionné, et avec tous ces facteurs, vous allez remplir votre verre. Votre verre est toujours plus ou moins rempli d'eau. Dès que votre verre déborde, vous avez mal. Si votre verre ne déborde pas, vous avez pas mal. Et bah, dites-vous que quand vous allez avoir mal, votre verre d'eau va déborder. Chaque semaine qui passe et chaque mois qui passe, vous allez avoir un verre d'eau qui va devenir de plus en plus petit. Parce qu'en fait, plus une douleur dure dans le temps et plus le cerveau se dit: «C'est pas normal que la douleur dure dans le temps et du coup, je vais le protéger encore plus pour éviter qu'il s'expose à des choses douloureuses». Donc le verre d'eau va devenir d'un verre d'eau de 33 centilitres, un verre d'eau de 25 centilitres, un verre d'eau de 20 centilitres, un verre d'eau de 15 centilitres. Bah, c'est normal qu'après vous avez des personnes qui ont tout le temps mal et qui ne peuvent plus rien faire parce que le verre d'eau est tellement petit qu'il suffit qu'elles aient mal dormi, pour que devoir sortir du lit, ça leur fait mal et du coup, il faut être vigilant par rapport à ça parce que par des fois, on peut se faire mal suite à un incident traumatique, mais on a tellement eu une mauvaise rééducation, des mauvais conseils et des mauvaises habitudes post-traumatiques qu'au final, le traumatisme est passé, le corps structurellement et physiologiquement va mieux et pour autant, on est toujours aussi douloureux parce qu'on s'est retrouvé avec un micro verre d'eau et là, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de retourner vers un verre d'eau de plus en plus grand. Et pour retourner vers un verre d'eau de plus en plus grand, on vous expliquera, dans un autre podcast les stratégies pour, lutter contre la douleur. Mais ce qu'il faut déjà se dire, c'est comprendre la douleur. Déjà, hop, vous passez d'un verre d'eau de 15 centilitres à un verre d'eau de 20 centilitres. Ensuite, quelque chose de très important, c'est vous réexposer à la contrainte et potentiellement aussi à la douleur. Pas se dire la douleur égale, danger absolu. Elle peut être exposée, elle peut être même bénéfique si elle est maîtrisée. Et ensuite, c'est essayer de retrouver un degré d'activité physique le plus élevé possible pour que votre corps se dise: «OK, en fait, mouvement, c'est pas forcément égal à danger». Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de spécifique, hein. Vous pouvez vous être fait mal, en faisant de la course à pied et faire une rééducation sur le vélo, il y a pas de souci. Surtout si dans un premier temps, ça vous rassure et en vous réexposant petit à petit du coup, à l'activité physique et en jouant sur tous les paramètres qui peuvent influencer la douleur, essayez de revoir vos amis, essayez de bien dormir, essayez de bien manger, essayez d'être entouré et d'avoir, une santé mentale qui est bonne. Votre verre d'eau va grandir, va grandir, va grandir et quand vous aurez un verre d'eau qui est capable d'accumuler l'eau que vous mettez dedans au quotidien et ben vous avez plus mal. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne et je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer parce qu'on a abordé la douleur fantôme et c'est quelque chose qui va peut-être, pas trop parler à certains. La douleur fantôme, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans votre cerveau, au niveau du cortex moteur, c'est la partie qui permet, d'envoyer, des informations de mouvement. Votre cortex moteur permet de bouger vos mains, permet de bouger votre bras et bah, dites-vous, votre cortex moteur, il envoie une information pour dire: «Bouge ton doigt». Mais si tu as plus de doigt et bah, il va rien se passer et du coup, votre cerveau va dire: «Bah, il y a un problème. Pourquoi est-ce que le doigt ne bouge pas alors que,
je lui ai dit de le faire. Et bah, c'est un peu comme avec le fait d'être malade en voiture, votre corps va dire: «Il y a un danger parce qu'il y a un truc qui est pas normal qui se passe là dans le corps». Son doigt bouge pas alors que je lui ai demandé de le bouger et du coup, information douloureuse, danger, information douloureuse. C'est comme ça que le corps procède et en plus, si vous avez perdu votre doigt dans une situation qui est dite, négative ou traumatique, par exemple, juste avant quand on vous ampute, bah, vous étiez très mal dans votre vie parce que forcément une amputation de doigt, c'est pas agréable et que vous avez globalement retenu une expérience négative et bah, votre corps va associer tout ce qui est en lien avec ce doigt à quelque chose de très négatif et du coup va vous faire mal. Et pour rééduquer ça, parce qu'au final, bah, comment on fait pour rééduquer un tissu qui est plus présent? On fait ce qu'on appelle de la thérapie miroir, c'est-à-dire qu'on met la personne avec son côté sain s'il en a un. Si par exemple il a une main où il a tous ses doigts, on va lui demander de regarder un miroir et de faire une illusion d'optique pour lui faire croire que son autre doigt est à nouveau présent. Donc c'est juste une illusion d'optique, hein. Et la personne, juste en faisant ça, en fait, elle va petit à petit permettre au cerveau de enlever cette information douloureuse parce que la personne va se dire: «Ah, mais son doigt, il est à nouveau présent» et il va associer les dernières expériences qu'il a eues avec son doigt à une expérience plus positive et moins stressante. Et du coup, le cortex moteur va se réorganiser et en gros, ce qu'il va faire, c'est que la partie qui était affiliée à l'index, par exemple, si on a perdu l'index, elle va être, affiliée à l'annulaire. Donc le cerveau va se réorganiser, hein. Les neurones, refont des connexions, tout au long de votre vie et une fois que les connexions sont refaites et que l'expérience, passée, négative n'est plus présente et ben la personne n'a plus mal et les thérapies qui marchent le mieux, c'est la thérapie miroir. Donc tout ça pour vous dire que la douleur, c'est quelque chose qui est très complexe, mais heureusement, les solutions pour la traiter peuvent être simples à condition d'être bien conseillé et d'être bien aidé pour la traiter. OK. Voilà un petit peu. Ouais et pour la métaphore du miroir, c'est pareil. Je pense que l'idée qu'il faut retenir derrière, c'est que si on a mal suite à une activité, par exemple suite à un squat, suite à de la marche ou suite à un certain mouvement sur une séance, faut pas se dire que c'est ce mouvement qui nous a fait mal ou que c'est ce mouvement qui est problématique, mais ce mouvement était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le verre. Exactement. Étant donné que on a débordé, sur notre tolérance, bah, ce mouvement c'était la goutte d'eau, mais c'était pas tout le verre, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Des fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder et du coup, on associe la goutte d'eau au problème, alors qu'au final, c'était peut-être tout le reste du verre. C'était peut-être que, bah, vous dormiez mal depuis 2 semaines ou que votre travail vous a énormément stressé et vous le verrez, hein, dans tous les cas, dans la vie, il y a pas de blessure intelligente. Souvent, c'est quand ça va pas trop dans la vie et qu'il y a des choses qui sont, qui pourraient être mieux que, on se blesse. Pas tout le temps, mais c'est quand même souvent le cas. Si vous faites mal au sport, vous aviez souvent mal dormi et souvent le corps même, on a un espèce de pressentiment. Avant de se blesser, on se dit: «Putain, je le sentais pas aujourd'hui en plus, j'ai été con», on se dit souvent ça. En tout cas, personnellement, quand je me fais un Lamago, il y a un petit feeling qui 10 minutes avant me dit: «Putain, aujourd'hui, c'est pas comme d'habitude» et au final, voilà, ça pardonne pas, mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, petite parenthèse, le code Yes. promo pour la formation, c'est studio, studio tout en minuscule. Voilà. Donc Studio. si vous voulez avoir une remise, sur la formation, on n'a pas encore décidé exactement de combien, mais ce sera une remise qui sera intéressante pour ceux qui ont suivi le podcast Très, et qui ont très vu le intéressante. voilà. Ah, c'est Studio tellement tout en intéressante que minuscule. vous pourrez pas la louper, bien évidemment, hein. Exactement. Studio tout en minuscule directement sur la page de paiement. Voilà, donc pour en revenir au podcast, ce qu'il faut se dire, c'est que, la clé, la plupart du temps, quand vous avez une blessure qui est associée à du mouvement, c'est de revenir dessus. Il faut revenir au mouvement et il faut faire du renforcement positif le plus possible. Donc, dites-vous que le seul moyen de reprogrammer votre système quand il est mal programmé, c'est de faire du mouvement. Donc il peut, comme je l'ai dit, être légèrement douloureux. C'est pas un problème si c'est bien guidé et bien accompagné. On va jouer avec des échelles qui permettent de mesurer à peu près la douleur et on va essayer de pas dépasser certains seuils parce que c'est toujours une question d'équilibre. Ça doit être progressif, adapté et encourageant et il faut se dire qu'une douleur, dans tous les cas, une rééducation, c'est en dents de scie. Il y aura des jours où ça va bien aller, il y aura des jours où ça va un peu moins bien aller et c'est pas parce qu'il y a des jours où ça va un peu moins bien que vous faites marche arrière, bien au contraire. Parce que les jours où ça va pas bien, peut-être qu'au début, dans une semaine, vous allez en avoir 4 sur 7, et peut-être que dans 2 semaines, vous en auriez que 2 sur 7, et bah, c'est une progression. Donc il faut, dans ce cas-là, être accompagné. Pourquoi? Parce que le corps humain et c'est normal, on réagit même, avec ce qu'on sait sur la douleur, on réagit forcément avec nos émotions et c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous permet de prendre du recul et d'avoir un travail sur soi pour prendre du recul, c'est hyper important. Et j'en profite pour faire une autre petite aparté. Dites-vous que quand vous faites du sport, vous allez vous blesser, mais que c'est pas grave et que les sportifs qui vont le plus loin, c'est pas ceux qui ne se blessent pas, c'est ceux qui se remettent le mieux de blessures parce qu'ils sont bien accompagnés.
Hem, j'ai un exemple, alors peut-être que je me trompe et j'ai pas envie non plus de parler en son nom, mais par exemple, il y a quelqu'un qui est très connu dans le feed game, vous connaissez tous certainement Nassim Saïdi. C'était quelqu'un qui pendant très, très, très longtemps, disait: «Je me suis jamais blessé». Et tant mieux pour lui, c'était très bien. Pendant ses 10 ou 15 années de musculation, il s'était jamais blessé et je parlerai pas en son nom, mais en tout cas, là, il a eu un problème de santé il y a pas très longtemps et comme c'était son premier problème de santé, même si il a des connaissances et que, voilà, c'est son métier le sport, donc il sait un petit peu comment ça fonctionne et bah, dites-vous que je sais que ça a été une période très difficile pour lui, dit qu'il a pas mal documenté sur ses réseaux et qu'il a mis énormément de temps à s'en remettre et ça, peu importe votre niveau de connaissance, si vous vous êtes jamais blessé, la première fois que vous allez vous blesser, vous allez mettre plus de temps à vous en remettre que quelqu'un qui s'est déjà blessé plusieurs fois. Personnellement, mon premier lumbago, j'ai mis 6 mois à m'en remettre. C'était terrible parce que j'y connaissais rien, j'avais 17 ans, j'ai cru que j'allais tout arrêter dans la vie et que c'était la fin. J'arrivais pas à sortir de mon lit, je me souviens, j'étais au lycée, j'arrivais pas à rester assis, c'était insoutenable. Aujourd'hui, je me fais un lumbago, en 3 jours, c'est réglé. En 3 jours, c'est réglé et je pense que c'est pareil pour toi, Rico. La plupart du temps, tu t'en remets très vite de tes petits lumbagos, de tes petites choses comme ça. Après moi, c'est très rare, mais moi, quand je me fais mal quelque part, en fait, j'en tiens tellement pas compte que pour moi, c'est pas des blessures, tu vois? Et ça part à un rythme extrêmement rapide. À l'ancienne, dès que j'avais mal, en fait, je faisais un hyper focus dessus et je me concentrais énormément dessus et j'en parlais tout le temps et tout, laisse tomber. Et maintenant, quand je me fais mal quelque part, enfin, OK, j'ai mal, donc vu que j'ai mal, je dois faire ça, ci, ça pour pouvoir, me remettre, ne pas éviter le mouvement, marcher plus et cetera. Tu vois? Je répète tout le temps la même formule et j'en ai jamais pour plus que quelques jours ou pour une semaine et surtout, je j'en parle pas autour de moi. Alors je dis pas que c'est une bonne solution de pas en parler, parce qu'il faut en parler quand tu as un coach et cetera. Mais moi, le fait de pas en parler, quand je sais que c'est pas grave, ça m'aide parce que justement, j'ai pas quelqu'un qui va être, derrière moi à tout le temps dire: «Oh putain et ta grosse blessure là, c'est comment? Mmh mh. Ah, tu super mal au dos. Ah, toi, t'es blessé» et cetera. Les mecs qui tout le temps font d'un trait de personnalité leur blessure, enfin leur douleur, c'est quelque chose auquel on va les associer. Déjà, quand ils reverront les gens, ils reparleront de leur douleur. Ils auront l'impression que la douleur est un trait de personnalité et ça partira pas. Et quand C'est tu oui. rabâches, rabâches, rabâches dessus, même quand tu iras bien, bah, tu te diras: «Mais c'est bizarre, moi je suis censé avoir mal. En plus, je parle tout le temps de ma douleur». Bah, forcément derrière, je dois avoir mal en fait et je dois rester dans la blessure dans un C'est certain hyper sens. intéressant ce que tu as dit parce que tu dis: «Quand je suis blessé, en fait, pour moi, je suis même pas blessé». Genre, c'est un mot qui te vient même pas à l'esprit, mais pour Oui, autant, blessure, non. tu agis comme quelqu'un de blessé dans le bon sens du terme où tu fais ce qu'il faut pour que ça ne vienne plus, mais tu l'interprètes comme n'étant pas blessé et je vais vous donner quelque chose qui va parler aux gens qui sont blessés. C'est qu'il y a un truc qui permet de prendre conscience souvent que la blessure, elle prend une part trop importante dans notre tête et qu'il y a un travail à faire et que du coup, il faut se faire aider, c'est quand vous vous testez tout le temps. Il y a des gars, par exemple, qui sont blessés et c'est normal, hein. Attention, c'est humain, on veut se protéger, on veut faire les choses bien, je les incrimine pas. Il y a des gars, par exemple, ils me disent, «À 8 heures du matin, je reçois un message: "Ouais, je me suis testé, je me suis mis dans telle amplitude et j'ai eu mal"». Et j'ai dit: «Ouais, mais est-ce que Le quand fou tu de t'es la levé de ton gare. lit, tu avais mal?» Il me dit: «Non» et je dis: «Bah, pourquoi est-ce que tu es allé te remettre une douleur dès 8 heures du matin, tu t'es remis ça dans la tête? C'est pas bon et puis en plus, si tu as la chance que c'est une douleur qui te gêne que pendant le sport et qui enfin chance, attention, hein, façon de parler, mais qui ne te gêne pas pour faire ton petit déj, pour promener le chien, pour aller au travail et tout, que ça te gêne pas, bah, ne te teste pas, en fait. Fais-le au moment de l'entraînement, au moment des testings, si on estime que c'est nécessaire, mais essaye de pas reproduire 10 fois par jour la douleur parce qu'en fait, quand tu vas faire ça, tu vas amener une hypervigilance à la douleur et tu es sûr que là, ton verre qui faisait 33 centilitres, au bout de 2 mois, ça va être un shot de vodka, quoi. Ça va être 2 centilitres et tu vas avoir tout le temps mal. Non, c'est vrai et c'est une prise de Oui, mais conscience à grave. faire. Mais moi, le premier, hein, je me souviens que quand j'ai mal au dos, j'y pense pas et il y a 1 an ou 2, j'ai eu ma première douleur de genou de ma vie et bah, ça a pas été la même parce que ça m'a beaucoup plus inquiété, tu vois? Parce que ça m'était jamais arrivé. Et je me disais: OK. «Putain, mais ça fait chier quand je monte les escaliers, j'ai mal» et du coup, je prenais 25 fois les escaliers par jour. J'étais en mode: «Ah tiens, je vais le reprendre pour voir» et après j'ai pris du recul et je me suis dit: «Putain Clément, tu es en train de tomber dans un truc, c'est pas bon pour toi ce que tu fais» Le fou et du bus. ouais et je me suis dit à un moment, je me suis dit alors sans tomber dans l'extrême, je me suis dit: «Tu sais quoi? La douleur, c'est normal qu'elle soit là, je m'en fous. J'y prête plus attention». Je vais pas les enfin bon, oui, si j'ai très mal, attention, je fais pas quelque chose qui me fait très mal, mais je m'en fous. Je vais plus l'écouter. Si j'ai mal en montant l'escalier, tant pis, c'est comme ça et quelques jours plus tard, bah, en fait, elle est sortie de ma tête et littéralement la douleur n'était plus là et j'ai plus du tout eu mal et en plus, des fois, les douleurs, elles sont paradoxales.
Tu te dis: «L'escalier, ça te fait mal de monter l'escalier, mais tu arrives à squat 200 kilogrammes, où est la logique dans tout ça?» Donc dites-vous, la douleur, essayez de vous en délester un maximum, si vous le pouvez. Ça veut pas dire qu'attention, il faut forcer dessus, il faut pas être un bourrin, il faut pas faire n'importe quoi, on ne dit pas ça, mais ne pas tomber dans l'hypervigilance. Parce que c'est un piège et quand on rentre dedans, je vous jure que c'est très, très, très difficile d'en sortir. Et pour enchaîner sur la suite et du coup pour finir, parce qu'on est déjà à 1 heure de podcast, c'est si jamais vous êtes déjà dans un cercle vicieux et que vous souhaitez revenir au mouvement, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, la première chose à prendre en compte, c'est que le mouvement est vraiment central. Donc le corps, il est fait pour bouger et le mouvement, c'est le meilleur moyen d'augmenter la tolérance de votre verre, passer une grande bouteille d'Évian plutôt qu'au shot de vodka, comme disait Clément. Et c'est le meilleur moyen de reprogrammer le système nerveux et reprendre confiance. Donc, il y a plusieurs principes qu'il va falloir respecter, 3 principes clés notamment. La progressivité. Donc, dans un premier temps, recommencer petit à petit, à réexplorer les amplitudes qu'on évitait d'explorer et augmenter petit à petit les contraintes. Donc, si par exemple on avait mal au dos, recommencer petit à petit à répéter le mouvement dont on avait peur, donc souvent du soulevé de terre, hein, du deadlift dans le cadre de notre pratique, et augmenter petit à petit les contraintes, c'est-à-dire rajouter du poids sur la barre progressivement. Ensuite, au niveau de la variété de mouvements, il va falloir varier les formes de mouvements auxquelles on expose la zone douloureuse pour justement redonner de la liberté au corps. Donc pas juste faire son deadlift en étant tout rigide, mais pourquoi pas faire du Jefferson curl, faire des extensions lombaires, aller chercher, la colonne vertébrale en flexion, en extension, en neutralité, rajouter de la contrainte. Vraiment rechercher pardon, une certaine variété de mouvements et derrière, il y a la question de la confiance. Donc vraiment respecter le fait que son corps est solide, que son corps n'est pas fragile. Donc ça va plutôt être un travail psychologique, un travail mental, et un travail justement de, comment dire? De bref, comment on dit se renseigner? T'éduquer à quelque chose Oui, peut-être? un travail d'éducation, voilà, c'est Ouais. ça va être un travail d'éducation. Il y a un Donc des site qui est exemples très bien, je ouais, fais une petite aparté, désolé, je te coupe, c'est le site qui s'appelle retrainpain.org, oui, qui est traduit en français si vous le voulez, qui est fait par des professionnels de la douleur, mais version vulgarisée et c'est un excellent site, voilà. Retrain Pain, donc c'est R-E ensuite, enfin tout attaché R-E, train comme, un train, pain comme, le pain le et pain. .org, voilà. Des exemples pour pouvoir se réhabituer à la douleur, si par exemple on a mal au dos, on est pathologique, c'est marcher régulièrement. Ça, les pas, c'est intestable pour pouvoir éliminer une douleur, par exemple une lombalgie. Les pas, c'est super intéressant vis-à-vis de tous les muscles que ça va recruter au niveau des hanches, C'est un au niveau des jambes, exactement. Mettre le corps en activité, augmenter la température corporelle et combattre la sédentarité. Se renforcer musculairement, donc ça rentre encore une fois dans le cadre de ce que j'ai abordé avant, via la variété de mouvements et la progressivité des mouvements et reprendre surtout avec une activité qu'on aime. Si par exemple on aimait beaucoup le foot et qu'on s'est blessé en faisant du foot, bah, à un moment il va falloir reprendre le foot. Pourquoi pas le reprendre, dans un cadre plus tranquille, pas nécessairement en compétition tout de suite. Comme le disait Clément tout à l'heure, quand on fait une activité en compétition souvent, ou à très haute intensité, il va y avoir certaines crises du temps qui fait qu'on va pas être maître de nos mouvements, mais reprendre l'activité en évitant un cadre beaucoup trop compétitif, ça peut être bien parce qu'on va beaucoup plus contrôler nos mouvements, beaucoup plus contrôler notre exécution et derrière reprendre confiance petit à petit avant de pouvoir reprendre l'activité à 100%. Donc le message avant tout à retenir ici, c'est que le mouvement, c'est pas l'ennemi, c'est surtout la solution. C'est ce qui va nous soigner, c'est l'activité adaptée et non pas l'évitement total du mouvement. Enfin, de manière générale, hein, bien évidemment, parce qu'il peut y avoir des exceptions dans le cas de fractures, d'entorses et autres, où l'immobilisation est super importante. Oui, bien sûr. Bah, dans certains cas, l'imagerie, elle est très importante, mais il faut quand même se dire qu'elle est surdiagnostiquée malheureusement, et c'est un réel problème parce qu'elle Non, j'ai amène dit l'immobilisation, pas l'imagerie. oui, 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 mais je voulais dire que, bah, l'imagerie qui amène à de l'immobilisation, elle est importante. C'est-à-dire que si vous faites une fracture, attention, on va pas vous demander d'aller bouger votre bras si vous avez un os cassé ou quoi, mais dites-vous que, en tout cas pour une douleur, si elle n'est pas associée à des risques de lésions ou de fractures importantes, c'est quand même quelque chose qui est surdiagnostiqué et qui peut avoir des effets, malheureusement négatifs. Donc, il faut se dire qu'on ne traite pas une image, mais qu'on accompagne vraiment une personne et un contexte
et pour revenir à l'imagerie et à quel point toutes ces choses-là, peuvent avoir un impact, quelque chose qui est beaucoup utilisé aux États-Unis actuellement, c'est les chirurgies placebo. C'est-à-dire que c'est des chirurgies où ils font une incision, ils referment, ils font rien dans le genou et les personnes vont mieux durablement parce qu'en fait juste, elles se disent: «OK, je repars d'une base saine» et ça marche extrêmement bien et c'est quelque chose qui coûte moins cher. Bon, du coup, les patients ne sont pas, informés quand c'est des protocoles comme ça, c'est des modalités bien spécifiques, mais les fausses, comment dire? Les fausses opérations, enfin fausses, opération placebo plutôt, c'est quelque chose qui fonctionne par exemple et qui montre à quel point le corps est complexe et qu'il faut faire confiance en son corps et être bien entouré. J'insiste sur le bien entouré parce que, malheureusement comme toute pratique parfois il y a des dérives. Moi il y a un truc que je supporte pas, c'est, jouer sur la peur des gens et je Oh trouve là que c'est là, ouais. malheureusement quelque chose qui est trop présent et je trouve ça insupportable. Donc, faites attention, si vous vous faites aider, à ne pas vous entourer de personnes qui jouent sur la peur et qui jouent sur la douleur parce que c'est vraiment enfin moi je trouve qu'il faut pas avoir de race pour faire ça. Alors, tout le monde doit gagner son pain, tout le monde doit gagner sa croûte, ça c'est vrai. Mais, jouer sur la peur et jouer sur l'anxiété, le manque de connaissance de certains et les rendre dépendants de ça, c'est terrible. Par exemple, bah, moi, Chloé, ma copine, elle est ostéopathe. Il y a des ostéopathes qui font croire aux patients qu'on remet le corps en place avec l'ostéopathie. Par exemple, le bassin est dé se selon eux, le bassin est décalé, il faut le remettre en place. Alors, spoiler alert, c'est pas possible, hein. Si on vous remet quelque chose en place, c'est une opération chirurgicale. Mais du coup et il y a des patients qui vont voir, le même professionnel de santé depuis 10 ans parce qu'en fait, ce qui est compliqué avec la santé, c'est que si vous soignez votre patient et bah, vous avez plus de business. Enfin, dans un certain sens, il y en a qui comme ils sont pas très bons avec leur activité, ils ont besoin de rendre dépendants les patients ou de jouer sur la peur pour les avoir, dans leur camp et gagner de l'argent et faites attention à ça et n'ayez pas peur de changer de professionnel de santé, hein. Il y en a beaucoup qui sacralisent un petit peu, par exemple, le corps médical, les professionnels comme les auxiliaires médicaux. Si quelqu'un vous traite mal, joue sur de la peur, ou fait des choses que vous avez pas envie, c'est-à-dire, par exemple, vous avez très peur des manipulations et la personne, elle vous manipule sans que vous le vouliez, n'ayez pas honte de changer de professionnel de santé, hein. Un professionnel de santé, ça doit être quelqu'un qui doit être à l'écoute, qui doit comprendre vos peurs, qui doit comprendre vos angoisses et qui doit pas surtout pas jouer dessus. Heu et c'est quelque chose qui est en train d'arriver de plus en plus, sur les réseaux sociaux et que, je trouve, hors d'éthique et qui me met, vraiment hors de moi, donc faites très attention à ça. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire Mais avant la conclusion? bah, vis-à-vis de ça, je suis totalement d'accord, hein. Enfin, je vois plus ça du côté des ostéos, beaucoup moins du côté des kinés. Ouais, Peut-être parce ouais. que le système, financier n'est pas le même. Mmh mh. Non, non, au niveau des ostéos, mais des ostéos qui me racontent des bêtises. Moi, il y a 5 ans encore, tu vois, je les écoutais. Mmh mh. Mais depuis que j'avais commencé à bien me renseigner sur les systèmes de douleur et tout, les ostéos qui disent: «Ouais, tu tout cassé, du côté gauche, ouais, j'ai tout replacé» et cetera. Mais en fait, tu te dis: «C'est quoi?» Bah, Surtout que c'est des fois, tu vas aller chez lui, tu as pas mal à certains endroits, tu vas revenir, tu auras mal, tu vois? Ou bien enfin, il y a plein de choses qu'ils font que je trouve vraiment, vraiment bizarres ou des choses qu'ils disent que je trouve vraiment bizarres. Alors, ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il y a beaucoup de dérives, je trouve, côté ostéopathe, mais pas que les ostéopathes, c'est de la «merde» entre guillemets, mais non, non, que non et ceux qui en souffrent le plus, c'est les ostéopathes eux-mêmes, hein, qui se battent les contre ces ostéopathes dérives, hein. eux-mêmes. Dites-vous que, attention, on n'a absolument rien contre cette profession, enfin moi, j'ai et la personne avec qui je vis fait ce métier, donc je connais ce métier. Elle se bat contre ça au quotidien et c'est problématique. Je veux dire, c'est vraiment problématique et faites très, très attention parce que ça peut vraiment, ruiner des vies, en fait, de jouer là-dessus et il faut faire vraiment attention à ça. Il y a beaucoup de manipulation malheureusement dans ces milieux-là. Donc, tout ce qui est hyper angoissant et tout, séparez-vous de ça le plus possible. Entourez-vous de personnes qui sont positives, qui sont là pour vous aider à aller de l'avant et qui vous tirent vers le haut. Mais ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie, mais dans la rééducation, il faut des gens qui vous tirent vers le haut. Parce que si vous avez des gens qui vont vous dire: «Ah ouais, moi, moi aussi, enfin, tu verras, tu arriveras pas à t'en remettre, ça ira pas mieux», enlevez ces personnes de vos vies, vraiment. Faites du tri, entourez-vous de bonnes personnes qui vous amènent des bonnes ondes, et n'ayez pas peur de changer si vous trouvez pas chaussure à votre pied, ça arrive et il y a pas de souci par rapport à ça. Bah, là, dans un autre podcast, certainement dans une partie 2, parce que déjà là, on en a beaucoup parlé. Ouais, On a beaucoup parlé du thème de la douleur, mais on n'a même pas tout dit parce qu'on pourrait non, parler comment se remettre sur pied de manière beaucoup plus précise
expliquer de manière beaucoup plus précise l'impact des diagnostics mal expliqués et revenir sur énormément de points. Donc dites-nous si une partie 2 vous intéresse. On reviendra dessus de manière beaucoup plus exhaustive et beaucoup plus concise, mais là, je pense qu'on vous a déjà expliqué un peu la base, de la douleur, avec nos différents bagages. On espère quand même avoir été clair. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la conclusion, Clément? Ouais, bah, comme, tu l'as dit, en fait, je pense qu'une partie 2, ça pourrait être intéressant d'aborder, tout ce qui est prévention de blessures, donc ce qu'on appelle, dans le jargon la prophylaxie et le traitement de terrain. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur le terrain? Je pense que c'était indispensable et maintenant que vous avez écouté ce podcast, je pense que vous comprenez ce qu'on veut dire par là, qu'il fallait d'abord comprendre la douleur pour pouvoir la traiter ensuite. Mais là, si on fait une partie 2, ce sera vraiment une partie autour du traitement, par exemple, comment bien bouger, comment, faire si vous êtes vraiment, douloureux dans un premier temps. Vous donner des clés en main. Après, attention bien évidemment, c'est quelque chose qui doit être fait une fois la pose de diagnostic fait, donc on vous encourage à aller voir des professionnels de santé. On a fait quelques coups de gueule, mais on est absolument pour ça, que vous soyez suivi et que vous soyez aidé, mais qu'une fois que le diagnostic est posé et si jamais il y a pas besoin de diagnostic parce que c'est quelque chose de mineur, bah, on vous aidera là-dessus. Il y a vraiment pas mal de choses à savoir que vous pouvez simplement mettre en place et qui sont importants, que vous soyez pratiquant ou même que vous soyez coach, c'est des clés que vous devez avoir parce que même si vous n'êtes pas, le thérapeute direct avec, votre patient par exemple, bah, vous êtes quand même celui qui conseille la personne pour bouger au quotidien donc vous devez être, capable de l'aider et de la conseiller par rapport à ça et c'est ce qu'on abordera lors du prochain podcast si c'est quelque chose, qui vous intéresse. D'ailleurs n'hésitez pas sur Spotify, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous mettez par exemple en commentaire partie 2, on saura que c'est une partie que vous voulez qu'on fasse et qu'on fera du coup assez rapidement. Donc, peut-être dans 15 jours si c'est ce que vous souhaitez qu'on traite en priorité et vous pouvez nous suggérer directement sur Spotify en commentaire les idées de podcast qui vous intéressent. Donc surtout n'hésitez pas à nous faire des retours écrits parce que nous, ça nous intéresse énormément. Voilà, Donc n'oubliez pas, la douleur n'est pas une fatalité et n'en faites pas un trait de personnalité. Exactement et n'oubliez pas, formation qui sort le 9 septembre, donc avec la petite promo qu'on a dit au milieu du podcast, on la redira pas là pour pas rendre le truc trop facile, mais heu, restez à l'affût parce que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup bossé et si vous êtes intéressé pour travailler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Donc vous pouvez soit nous contacter sur nos réseaux personnels respectifs, donc Rico Powerlifting, c'est ton blast sur Insta, je dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça, Rico Powerlifting sur Voilà. Insta et Clément Andry sur Insta aussi. Voilà, ou si vous voulez, on a également la page commune RC Training Pro. Vous pouvez nous envoyer vos messages. Vous n'êtes pas absolument pas obligé de vous engager, c'est-à-dire que vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez voir un petit peu comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on peut vous aider. Nous, on a pas mal de formules. On a d'ailleurs récemment, revu un petit peu nos formules pour les élargir et les rendre, accessibles au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On pourra convenir d'un appel ensemble, d'une petite quinzaine de minutes pour tout vous présenter, répondre à vos questions. Ça vous engage en rien et puis voilà. Après, pour ce qui est des suivis, en tout cas, sachez que nos places, elles sont quand même vachement limitées. On travaille beaucoup en flux tendu, donc on n'aura peut-être pas forcément de la place pour tout le monde, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, pardon, quand même à nous envoyer un message et on pourra en discuter ensemble. Parfait. En tout cas, je vous remercie. On vous remercie de nous avoir écoutés Et et on puis vous on vous souhaite dit, une à très bientôt excellente alors, hein. fin de journée ou fin de soirée ou nuit et à très bientôt. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Ciao, ciao.